Le silence de Charles Hernu, l'ancien ministre de la Défense, se refuse à toute polémique après les déclarations de Laurent Fabius, lui imputant la responsabilité politique de l'affaire. La France négocie un nouveau contrat d'armement avec l'Irak. Il n'y a plus seulement les 24 Mirage F1, mais aussi un système complet de défense. 4 réfugiés basques assassinés par le GAL à Bayonne. 2 des meurtriers ont été arrêtés par la police. Ils sont français. La grogne de nos athlètes, ils refusent le contrat que veut leur imposer la Fédération française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Laurent Fabius renvoie l'entière responsabilité de l'opération Greenpeace sur Charles Hernu et sur l'amiral Lacoste. Le Premier ministre n'a pas apporté de preuves, mais il a l'intime conviction que les deux hommes ont mis au point ensemble l'opération. L'ancien ministre de la Défense serait, selon M. Fabius, l'unique responsable politique et l'ancien patron des services secrets aurait supervisé l'exécution du projet. C'est donc ce qu'il faut retenir de l'intervention de M. Fabius hier soir dans son émission mensuelle Parlons France sur TF1. On attendait avec intérêt la réaction de Charles Hernu. Vous allez l'entendre, il refuse ce soir d'alimenter la polémique. Monsieur Hernu. Je n'ai aucun commentaire à faire. Aucun. Ni maintenant, ni ce soir, ni demain, ni dans 8 jours. Les rebondissements de l'affaire Greenpeace, les déclarations hier soir de Laurent Fabius, qui a donc chargé, comme on dit, Charles Hernu, tout cela était bien sûr au centre des conversations des journées parlementaires socialistes qui se tiennent actuellement au Palais Bourbon. Le PS, que l'on a assez peu entendu dans cette affaire, Daniel Brem et Pascal Guimier sont donc allés recueillir des réactions sur place. Leur reportage tout de suite. Dernière journée d'études parlementaires pour les socialistes, à 6 mois des législatives, une rentrée placée, bon gré mal gré, sous le signe de Greenpeace. En séance, des députés avides de connaître les derniers rebondissements de l'affaire et dans les couloirs, des propos échangés à voix basse. Le credo socialiste, c'est Lionel Jospin qui l'a résumé ce matin à l'ouverture des travaux. Le premier secrétaire a donné le ton, pas question pour lui de s'ériger en juge. Y a-t-il un autre niveau de responsabilité politique? Pour moi, là aussi, il est difficile de répondre. J'aurais tendance à voir les choses ainsi. S'il s'agit d'une responsabilité encourue par le responsable politique au niveau du ministère de la Défense, je dirais d'abord, ce n'est pas à moi de l'établir. Et je considère que ce n'est pas mon rôle. Côté camarades, c'est publiquement l'unanimité. Charles Hernu est tenu pour responsable, Laurent Fabius a dit la vérité, toute la vérité. Est-ce que vous pensez que quelqu'un en France ou à l'étranger aujourd'hui peut avoir des doutes? Nous avons nos convictions, elles sont conformes à celles du Premier ministre. Est-ce que, à votre avis, M. Hernu est coupable? Il faudrait distinguer entre la notion de culpabilité et de responsabilité. S'il a remis sa démission, c'est qu'il a accepté d'assumer la responsabilité du chef politique de ce ministère qui a donc été à l'origine de cette malheureuse affaire. Aucune fausse note donc, les parlementaires socialistes ont joué l'air de la solidarité sans faille. Un seul bémol, qui pourrait peut-être passer inaperçu, ce sont les rocardiens. Eux ne tiennent guère à ce que l'on connaisse leur intime conviction. Et pour le Parti communiste, un simple communiqué, il est quand même signé Georges Marchais et prend acte des déclarations de M. Fabius. Georges Marchais qui considère que de nombreuses questions demeurent posées et qui demande que la vérité soit connue dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Dans l'opposition, les propos du Premier ministre n'ont guère convaincu, témoin cette réaction de Jean Le Canuet, le président de l'UDF, qui considère toujours que ce sont messieurs Mitterrand et Fabius qui portent la responsabilité politique de cette affaire. Monsieur Le Canuet. J'ai été également très étonné que M. Fabius ne fasse pas connaître les choses essentielles. L'argent qui a servi à l'attentat émane de Matignon. Il en est donc le responsable. D'émission en émission, il lâche des petites vérités qui apparaissent comme des petits mensonges. Donc l'affaire subsiste, elle est grave, nous ne l'exploitons pas. Je demande à nouveau, pour la 3e fois, à M. Fabius de venir s'expliquer devant la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat que je préside. Je l'attends pour lui poser les questions et y voir plus clair.
Les sondages publiés aujourd'hui par Le Figaro et par Paris Match montrent aussi qu'une majorité de Français pensent que le gouvernement était au courant depuis le début de cette affaire et qu'il a donc menti. Il n'en reste pas moins que, toujours selon ce sondage, et notamment celui de la Sofres réalisé pour Le Figaro, 65% des personnes interrogées pensent que M. Mitterrand ne doit pas démissionner pour autant. Et puis ce communiqué de l'Élysée qui explique que le Premier ministre a fait les déclarations nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. À la présidence de la République, on se refuse à tout autre commentaire sur le dossier Greenpeace. Alors Paul Amar, on arrive au bout de l'histoire ou bien il y a encore des étapes et lesquelles? On aimerait bien le savoir, mais si l'on devait poser cette question aux personnages clés de cette longue histoire, on obtiendrait sans doute la même réponse. Elle tiendrait en 3 lettres. F-I-N, fin. Fin pour le chef de l'État. L'explication de Laurent Fabius lui convient, semble-t-il. Fin pour le chef du gouvernement. Il a tout dit hier, il n'a plus rien à ajouter. Fin pour le ministre de la Défense. Il n'a rien dit aujourd'hui parce qu'il ne veut rien dire. Or, lui seul, aujourd'hui, aurait pu faire rebondir l'affaire et lui donner une suite. Il aurait pu rejeter l'accusation de Laurent Fabius qu'il a rendu responsable de cette initiative malheureuse. Il a préféré se taire comme un grognard, comme un soldat. Il aimait à ce point l'armée, il l'aime toujours, qu'il s'est identifié à elle. Silence et discipline. Du coup, il accrédite la version donnée hier par Laurent Fabius. Du coup, il protège, qu'il le veuille ou non, et Matignon et l'Élysée. Le rempart dressé hier en un quart d'heure par Laurent Fabius est beaucoup plus solide que la semaine dernière. Cette deuxième ligne de défense semble plus efficace que la première, celle du ministère, mais résistera-t-elle à l'épreuve de nouvelles révélations? S'il y en a, c'est toute la question. Oui, puis j'ajoute qu'il y a l'affaire dans l'affaire, c'est-à-dire les fuites autour de l'opération Greenpeace avec de nouveaux développements. Aujourd'hui, l'inculpation notamment des 4 militaires soupçonnés d'avoir alimenté ces fuites. Ils ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire et mis aux arrêts par la hiérarchie militaire. Le capitaine Baril a lui aussi été inculpé et laissé en liberté. Il était tout à l'heure chez le juge d'instruction. Hervé Brusini et François Granier ont assisté à cet après-midi. Premier acte où le capitaine réapparaît. Détendu mais pressé, Paul Baril sort de chez son avocat. L'homme qui aurait servi d'intermédiaire entre la presse et les militaires de la DGSE dans les révélations faites sur l'affaire Greenpeace se refuse à toute déclaration. Intermédiaire entre la presse et les militaires, s'il vous plaît, capitaine. Déclaration au juge d'instruction qui nous attend. Merci, messieurs. Deuxième acte, où le capitaine va discuter activement avec ses conseils juridiques. Sera-t-il inculpé par le juge d'instruction, voire même incarcéré? Les portes du quai des Orfèvres vont se refermer sur lui. Quelques minutes plus tard, il ressortira libre mais inculpé. Troisième acte, où le capitaine parle, mais refuse toujours de s'expliquer. Oui, je viens d'être inculpé, mais à la demande du parquet. Et je peux simplement vous dire qu'il est scandaleux de vouloir salir des officiers de l'armée française dans des conditions pareilles. C'est tout ce que je peux vous dire. Selon le Premier ministre, ces officiers de l'armée française ont trahi le secret de défense nationale. Ça, c'est l'enquête qui le dira et ce sera la justice de le dire, mais pour moi, je ne peux rien vous dire d'autre. Vous n'avez strictement rien à vous reprocher, capitaine? Absolument pas. Paul Baril risque pourtant de 1 à 5 ans de prison, article 78 du Code pénal. Cette affaire Greenpeace et son lot de révélations quotidiennes suscite bien sûr beaucoup de remous sur la scène internationale. Il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui posent problème ce soir. Le ministre français des Relations extérieures, M. Roland Dumas, en a fait l'expérience aujourd'hui à New York avec une conférence de presse et un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le récit de notre correspondant à New York, Jean-Claude Paris. Ce matin, à la conférence de presse qu'a tenue aux Nations unies M. Dumas, sur 17 questions, 11 ont porté sur le coulage du Rainbow Warrior. On a appris qu'un groupe d'experts était déjà réuni pour essayer de recoller les morceaux entre Paris et Auckland. Le ministre français a lui-même déjà rencontré 2 fois le vice-premier ministre de Nouvelle-Zélande. On peut dire que cette affaire Greenpeace aura gâché la semaine du ministre français à New York. Par exemple, dans le discours qu'il vient de prononcer, son ton a été très modéré sur les questions de terrorisme d'État et de droits de l'homme. Par rapport aux années précédentes, c'est une différence éclatante. Sans parler de changement de politique extérieure de la part de la France, on peut dire que cette affaire Greenpeace aura obligé le pays à adopter un profil bas cette semaine à New York sur la scène internationale. La Nouvelle-Calédonie maintenant avec la suite de la campagne électorale. Vous savez que le scrutin est dans 3 jours. Le rythme s'accélère donc sur le territoire. Après un grand discours hier de Jacques Chirac, c'était au tour de Jean-Marie Tjibaou de s'exprimer aujourd'hui. Il dénonce le déploiement de forces de l'opposition venues de métropole. Je plains les Caldoches qui font venir tous ces ténors métropolitains
pour leur dire la solution d'avenir pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de solution à proposer. Alors nous disons que la seule solution d'avenir pour vivre et travailler en Kanaki, c'est ce que nous proposons. Alors nous allons aux élections et nous disons que cela est irréversible, l'indépendance est irréversible. Jean-Marie Tchébaou qui condamne par ailleurs l'attentat commis hier contre l'Office de développement à Nouméa, un attentat qui serait, selon les premiers résultats de l'enquête, le fait des anti-indépendantistes. En tout état de cause, le choix de cette cible, en l'occurrence un office foncier, montre bien que c'est la possession de la terre qui est l'enjeu principal de la lutte que se livrent en Nouvelle-Calédonie les indépendantistes et leurs adversaires. Le reportage de Patricia Charnelet et Alain Saint qui sont là-bas. Tous les Calédoniens aiment leur terre avec passion, aussi bien les Mélanésiens que les Européens. Le tiers des terres appartient au premier, les 2 tiers au second. Dans leur programme, les indépendantistes revendiquent la totalité des terres. Ils disent que la propriété privée est une importation coloniale. En face, les anti-indépendantistes sont prêts à défendre leur territoire au prix de leur vie. Depuis 6 ans, 46 000 hectares, propriété du territoire ou rachetés aux Européens, ont été redistribués aux tribus. Cette politique foncière est loin d'avoir réglé tous les problèmes. Mais elle égratigne sérieusement l'idée selon laquelle il n'y aurait que des riches colons. Pour mieux juger, voici l'exemple d'un agriculteur-éleveur de la côte ouest. Lorsqu'il s'est installé après la guerre, l'État lui a donné 25 hectares. Comme à tous les exploitants qui s'installèrent alors. Aujourd'hui, il a 150 hectares et 200 têtes de bétail. En 1940, je me souviens, on était à la même enseigne, hein, que ce soit les Kanaks, tout ce qu'on voudra. On allait à l'école à pied, on faisait 7 km pour aller à l'école à pied. Eux comme moi, on est tous partis du même point de départ. Donc, s'il y en a qui sont arrivés et d'autres qui ne sont pas arrivés, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Hein, c'est qu'il y en a qui ont moins bien travaillé que les autres. Là. Le reste sera ici, on ne bougera pas. Où voulez-vous qu'on aille avec le soleil qu'on a Non, c'est pas possible. On restera en Calédonie, ça. Selon l'Office foncier, organisme officiel, l'éleveur moyen gagne à peine le SMIC. Après les élections seulement, on connaîtra la réforme foncière préparée par le gouvernement. Mais on sait déjà qu'elle offre une possibilité de revendication aux Mélanésiens, puisqu'elle parle des terres qui peuvent être considérées comme historiquement appartenant aux tribus. Et pour être tout à fait complet sur la situation en Nouvelle-Calédonie, à quelques jours du scrutin, vous devez aussi savoir qu'il y a eu accord dans l'opposition pour la région centre, avec le retrait de la liste du Front National au profit du RPCR. 4 réfugiés basques espagnols assassinés à Bayonne. C'est un nouvel attentat du GAL, le groupe antiterroriste de libération, qui s'est tristement illustré ces derniers mois en abattant des réfugiés basques sur le sol français. 2 hommes ont été arrêtés, ce sont les assassins présumés, et la police en recherche un 3e. Agnès Poirier. Les tueurs ne leur ont laissé aucune chance. Les 4 réfugiés basques étaient au comptoir de ce bar du vieux Bayonne. Il est 21 h, 3 hommes bloquent l'entrée de l'établissement et les mitraillent à bout portant. 3 basques espagnols sont tués sur le coup, le 4e meurt quelques minutes plus tard. 2 d'entre eux appartiendraient à l'ETA militaire. Pourchassés par les témoins, 2 des 3 tueurs sont interpellés un peu plus tard. Lucia Mattei et Pierre Frigoli, 2 petits truands marseillais bien connus des services de police. Le 3e réussit à s'enfuir. Leurs armes, 2 pistolets 9 mm, sont retrouvés dans la Dour. Depuis octobre 83, 16 personnes ont ainsi été assassinées au Pays basque français. Du côté du GAL, de nombreux suspects ont été interpellés comme ceux-ci en avril 84, puis relâchés faute de preuves. 2 condamnations seront en tout et pour tout prononcées. Certes, les filières de ce contre-terrorisme restent bien mystérieuses. Les suspects interpellés sont tous de petits truands, recrutés au hasard des milieux de la délinquance, Marseille, Bordeaux ou Paris. Qui sont les commanditaires de ces tueurs à gages? Beaucoup soupçonnent les industriels espagnols de les financer. Ils agiraient avec le concours des policiers espagnols. Mais personne, jusqu'ici côté français, n'a encore pu en apporter la preuve formelle.
Oui, à la suite de cet assassinat, un mouvement de grève générale est prévu demain. C'est hélas maintenant presque un rituel au Pays basque français. Je vous annonçais hier soir qu'un important contrat venait d'être signé entre la France et l'Irak pour la vente de 21 Mirage F1. Un contrat confirmé, mais d'après ce que nos spécialistes ont pu savoir, un autre contrat serait actuellement négocié toujours avec l'Irak. Un contrat encore plus important qui serait du double du précédent et qui porterait sur un système de défense très complet destiné à assurer la suprématie de l'Irak dans la guerre qui oppose Bagdad à Téhéran. Les explications de Laurent Boussier et Bruno Albin. Dans le contrat, cet hélicoptère Dauphin, équipé d'un radar Thomson logé dans le nez de l'appareil, et ses missiles AS-15 TT. C'est de cet armement qu'il s'agirait, créé spécialement pour l'Arabie Saoudite il y a 4 ans. Le missile AS-15 TT est moins puissant que l'Exocet que voici, mais il est très précis et surtout, il coûte beaucoup moins cher. Le radar surveille la mer et guide en même temps le missile vers sa cible. Ce système d'armes air-mer intéresse les Irakiens. La guerre avec l'Iran se joue aussi en mer. Depuis de longs mois, l'aviation irakienne attaque les pétroliers qui font route vers l'île de Karg pour charger le pétrole brut iranien. L'île de Karg, la voici. C'est vraiment le poumon économique de la République islamique. Aujourd'hui encore, les bombardements ont gravement endommagé le terminal pétrolier, réduisant encore le débit des oléoducs. Depuis le début du conflit, les Iraniens ont toujours tenu le même discours. Si l'Irak nous empêche de vendre notre pétrole aux clients qui viennent en prendre livraison à Karg, aucun pays du Golfe n'en vendra plus. Nous ferons le blocus du détroit d'Ormuz qui permet d'y accéder. Cette menace date de l'époque où les Irakiens commençaient à s'en prendre aux navires de la clientèle iranienne. Aujourd'hui, l'Irak dispose d'avions Mirage F1 et de missiles Exocet lui permettant de frapper loin et fort. Si ce contrat se confirme, l'Irak pourrait donc également disposer d'un nouvel armement complémentaire pour menacer la marine iranienne et continuer le harcèlement des pétroliers faisant route vers l'Iran. Un contrat qui, s'il est confirmé, ne va certainement pas arranger les affaires des otages français détenus au Liban par des intégristes proches justement de l'Iran, qui est donc en guerre avec l'Irak. Et puis j'apprends que la Tunisie vient de rompre ses relations diplomatiques avec la Libye. La rupture de ces relations diplomatiques intervient donc après une longue dégradation des rapports entre les deux pays. À la suite, vous en souvenez, des expulsions massives de travailleurs tunisiens de Libye. C'était au mois d'août dernier. La publication aujourd'hui d'un rapport du Cercle. Le Cercle, c'est le Centre d'études des revenus et des coûts. Ces rapports sont très attendus. En voici donc ici la dernière livraison qui vous intéresse au premier chef, puisqu'elle est consacrée à vos revenus, avec de nombreux chiffres, parfois un peu hermétiques, mais aussi des conclusions qui nous offrent une sorte d'instantané de la manière dont les Français gagnent leur vie et dépensent leur argent. Avec un chiffre très étonnant, le pouvoir d'achat des Français, notre pouvoir d'achat, a doublé en près de 25 ans. L'enquête de Maryse Manot. À votre avis, combien gagne un PDG, un commerçant ou un manœuvre? La réponse des Français à cette devinette mérite 10 sur 20, pas plus. Car ils classent les revenus dans le bon ordre. Mais les détails, jugez plutôt. En 83, les Français pensent qu'un manœuvre gagne 4 000 francs par mois. Réponse exacte, c'est le SMIC. Combien gagne une guichetière des PTT? 4 500 francs, disent les Français. Réponse exacte, ils se font une juste idée des bas salaires. Combien gagne un professeur du secondaire? 7 000 francs environ. Non, un peu plus. C'est le premier décalage constaté, mais l'écart entre revenus supposés et réels est encore modeste. Tout se gâte avec le petit commerçant. Les Français pensent qu'ils gagnent 10 000 francs par mois. Erreur, cela peut être 2 fois plus. Et le décalage s'accentue avec le médecin. Revenus supposés 25 000 francs, revenus réels 40 000 francs, près du double. Avec le PDG d'une grande entreprise, les Français manquent carrément d'imagination. 30 000 francs par mois, disent-ils, et c'est déjà beaucoup. Il faudrait en réalité multiplier par 3. Bref, les Français pensent que l'échelle des salaires va de 1 à 8, alors qu'elle va de 1 à 22 si l'on inclut les PDG. Bien sûr, l'éventail des salaires s'est resserré, surtout depuis 1980, mais pas comme l'imaginent les Français. Les bas salaires ont augmenté, mais à peine plus vite que les salaires moyens. Quant aux hauts salaires, ils ont stagné, mais pas baissé. En résumé, sur un quart de siècle, le revenu par habitant a doublé en France, avec toutefois un sérieux coup de frein dès 1974, date du premier choc pétrolier qui annonçait la fin des années fastes.
Un autre problème qui nous concerne très directement, l'organisation du travail. Alors on a un peu tout dit et le contraire sur la meilleure façon d'organiser le temps de travail. Un autre rapport publié aujourd'hui nous offre un éclairage tout à fait intéressant sur ce problème. Il a été commandé au député du Vaucluse, Dominique Tadei, et nous permet d'entrevoir ce que pourrait être concrètement cet aménagement du temps de travail. Ce sera d'ailleurs l'un des temps forts du nouveau magazine économique d'Antenne 2, un magazine lui aussi très concret. D'ailleurs son titre le dit bien puisqu'il s'intitule « Action, action » au pluriel. On y verra entre autres des salariés qui disposent de leur vendredi après-midi. Et oui, Gérard Morin. Vendredi après-midi, ça nous permet ou la pêche ou un tas de choses à côté. Ils vont à la pêche le vendredi parce que leur semaine de travail est passée de 39 à 37h30 sans perte de salaire. Dans les ateliers, les pauses ont été modifiées. Les machines tournent davantage. Mouette et Chandon a embauché du personnel à temps partiel dans ses usines. Cet accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail est examiné à la loupe par le patronat, la CFDT et le ministre du Travail que vous verrez ce soir dans le magazine Action. Et sur Antenne 2, on va se rendre compte qu'il peut y avoir des convergences entre messieurs Gattaz et Maire. Ce type d'accord, nous souhaitons son extension. Nous souhaitons pouvoir en négocier avec, au plan du CNPF ou des principales branches d'industrie, des accords de ce type. Dans les conventions collectives, à notre avis, ce sera un progrès pour tout le monde. Ce sera un progrès pour la modernisation et pour la création d'emplois et pour la qualité de vie des gens, en même temps que pour la productivité. Bravo, bravo, ça va dans le sens de ce que nous préconisons. On est en train de trouver cet accord à la base, on est en train d'inventer un consensus à la base et une espèce de communauté d'intérêts, d'objectifs qui remplacera cette vieille lutte de classe qui est aujourd'hui morte depuis longtemps. Et je crois que c'est ça la participation active que nous préconisons. L'an dernier, les partenaires sociaux au niveau national n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur la flexibilité. Aujourd'hui, le gouvernement les incite à négocier l'aménagement du temps de travail. Tous les syndicats ne sont pas du même avis, mais tous savent que ça bouge dans les entreprises. Et on va s'en apercevoir dans les reportages du magazine Action. Le grand jury des dirigeants sociaux va choisir le meilleur accord d'entreprise et vous serez appelés à donner votre avis. Ne manquez pas Action, c'est ce soir à 22h25. C'est le nouveau magazine économique d'Antenne 2 avec des rubriques très pratiques comme par exemple la meilleure façon de gérer son découvert en banque, ce qui n'est pas inutile. Et puis un mot du dollar qui continue de dégringoler. Il a perdu aujourd'hui 19 centimes à Paris à 8 francs 10 contre 8 francs 29,05 hier. Les Anglais appellent cela le channel, une jolie contraction de tunnel et de channel, le mot anglais pour la Manche, car revoici le serpent de Manche des relations franco-britanniques, le tunnel sous la Manche, avec deux projets sérieux qui viennent tout juste d'être terminés. Jean-Pierre Métivet. Fini le vieux rêve, deux projets concrets entrent en lice. Euroroute, le premier, est à la fois autoroute et voie ferrée, à la fois pont et tunnel. Les voitures empruntent d'abord un pont jusqu'à une île artificielle, où la route descend en spirale jusqu'à un tunnel central long de 21 km, puis remonte vers une nouvelle île artificielle reliée elle-même au continent par un autre pont. Les trains, eux, empruntent un autre tunnel, mais on ne le creuse pas, des tubes préfabriqués sont immergés. Le calendrier, début des travaux 1988, mise en service 1993. Un inconvénient, le prix, 56 milliards de francs. Mais aucun frais pour l'État, de gros investisseurs sont derrière ce projet privé. Le second projet est moins cher, 27 milliards de francs. Il s'agit d'un seul tunnel en boucle où prennent place des trains classiques et des trains navettes transportant les voitures par flux réguliers. Une sorte de métro souterrain pour automobiles. Les tunnels sont creusés cette fois et non plus immergés. L'ouvrage pourra être prêt en 1993. Ces promoteurs estiment ce projet plus rapide et plus sûr, aussi bien techniquement que financièrement. La colère des athlètes français qui viennent de publier aujourd'hui une lettre ouverte. Voici 2 semaines que la polémique couvait, après que la Fédération française eut décidé d'établir avec ses athlètes un contrat, un engagement, qui les contraindrait à un entraînement précis, avec même une certaine obligation, disons, de résultat. C'est bien sûr le contre-coup des très mauvais résultats, justement, des athlètes français ces derniers mois. Mais les sportifs de haut niveau ne sont pas d'accord, ils estiment qu'il n'y a eu aucune concertation et ils veulent en discuter avec le ministère et avec les fédérations. Les éléments de cette polémique avec Brigitte Duvauchel et Georges Hansen. 1984-1985, 2 années qui ne se ressemblent pas.
La Marseillaise, le drapeau, le podium, c'était à Los Angeles. Mais cette saison, et notamment en Coupe d'Europe à Moscou, chute de l'athlétisme français. Panique à la fédération, il faut enrayer l'échec avant les deux grands rendez-vous de 86, championnat du monde junior et championnat d'Europe. À la hâte, la fédération établit un projet de contrat. Les athlètes devraient s'engager à signer un programme d'entraînement et de compétition strictement défini et notifié. Fini l'accord tacite et gare à ceux qui dérogeraient à la règle. Chaque athlète aura son personnalisation de ses objectifs. Et à partir de cela, vous signerez donc le contrat. À partir de cela, lorsque l'orientation, la programmation ne sera pas respectée, il est bien évident qu'on ne pourra pas continuer à les aider. Nous, les athlètes de haut niveau, nous recevons une préparation olympique de 3 000 francs par mois. La différence, elle ne se fait pas au niveau de l'argent. C'est pas parce que vous donnerez un petit peu plus d'argent à des athlètes de haut niveau qui pourront demain dire « Ah voilà, je vais sauter 6 mètres 10 ou je vais faire 12,50 ». Moi, je ne veux pas signer un papier parce que je ne peux pas vous dire. Je m'engage à aller aux Jeux de Séoul et de me présenter pour aller sur le podium. Émotion des athlètes qui ne comprennent pas cette suspicion. Ils parlent même de chantage. Pour eux, ces contrats, c'est une brimade. On a vraiment que l'impression d'avoir en face de nous une fédération, plutôt que de soutenir et d'encourager les athlètes, de frapper le poing sur la table et de dire maintenant ça suffit, les athlètes sont des irresponsables, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Dorénavant, les défilés seront peut-être moins massifs. Sur les 472 athlètes de haut niveau, la fédération parle d'en éliminer 20 à 30%. On a des gars qui sont prêts à rentrer dedans, mais ce qu'il faut, c'est éviter quand même de les enquiquiner de trop, et c'est ce qui se passe actuellement. On a ajouté un stress de plus alors qu'ils avaient perdu, on était éliminés de la Coupe d'Europe. Je crois que le but, ça serait plutôt de les réconforter, de les tranquilliser, de les sécuriser. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, sensible à l'émoi des athlètes, demande un rapport à la fédération. Il semble que cette polémique ait soulevé un problème de fond et que c'est tout le fonctionnement de l'athlétisme qui serait révisé. Il me reste à vous donner les résultats du quartet 19, 3, 12 et 5. Vous allez les voir, je pense, qui rapportent dans l'ordre pour 5 francs 99 363 francs 50 et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 3 383 francs. Pas de chiffre, je vous rappelle donc la combinaison 19, 3, 12 et 5. Et maintenant, la météo en compagnie, eh bien, je pense que c'est Alain Gillot-Pétré. Oui, c'est la tempête. Oui, la tempête de ciel bleu. Vous avez eu peur, hein? Oui, bien sûr. Regardez l'anticyclone. Regardez, il est superbe. Le voici sur la photo satellite de la Météo nationale. Magnifique anticyclone. Énorme. Il va de l'Espagne à la France, presque à la Scandinavie, sur l'Europe centrale, jusqu'à l'Afrique du Nord. Un énorme anticyclone centré surtout au nord du pays. Donc les vents sont plutôt de secteur est. Donc cela va sécher. Il y aura un peu moins de brouillard demain. Il y en aura tout de même sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche, à l'intérieur et surtout au nord-est. Les perturbations, les tempêtes de ciel mauvais, eh bien, hop, elles passent par le nord. Et ça va durer 3, 4, 5 jours encore. Regardez la carte prévue pour demain. Attention au brouillard sur les zones littorales de la Manche, de l'Atlantique. Attention au brouillard au nord-est et quelques plaques de brouillard à l'intérieur. Ce sera plutôt de la brume dans le centre du pays. Cela dissipera beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'accidents à cause du brouillard d'ailleurs. Ensuite, eh bien, comme vous le voyez, cherchez les nuages. Il n'y en a pas. C'est du soleil, c'est du beau temps. Baromètre en hausse, thermomètre stationnaire. Très agréable pour la saison, 24 à Paris, 24 à 25 au nord-est, 20 dans le nord, 20 à 26 au nord-ouest, 24 à 27 au centre, 24 à 27 au sud-ouest et 25 à 29 degrés près de la Méditerranée. Que demande le peuple? Il demande l'agenda, le voici. Demain, c'est le vendredi 27 septembre, 3 minutes de soleil en moins à Paris, levé 7h45, couché 19h37. Bonne fête à tous les Vincent et au Paul par la même occasion. Et puis il fera 21 degrés, où ça, je vous le demande, à Bruxelles. Je rappelle les deux principaux titres de ce journal. D'abord, dans l'affaire Greenpeace, l'ancien ministre de la Défense, Charles Hernius, se refuse à polémiquer après les déclarations de Laurent Fabius, qui le chargeait hier soir, tout comme l'amiral Lacoste. Et puis la France négocie avec l'Irak un nouveau contrat d'armement. C'est un système très complet qui est en jeu. Il devrait permettre à Bagdad de protéger le détroit d'Ormuz. Dernier journal avec Philippe Arroir aux environs de 23h40 et puis n'oubliez pas auparavant à 22h25 précise le magazine économique de la rédaction. Bonsoir, à demain 20h.